Il y a une image très familière, presque un cliché en fait, mais qui est malheureusement d'une justesse implacable dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est celle du dirigeant qui travaille avec un acharnement absolu. On parle de semaines de 60, 70, parfois 80 heures. Ouais, les fameuses nuits blanches passées à peaufiner un produit dans les moindres détails. C'est ça. Des milliers de stratégies testées, des lancements dans tous les sens. Et pourtant, au bout du compte, les résultats ne décollent pas. Les chiffres stagnent désespérément. Il y a cette illusion tenace, qui est presque le mythe fondateur de la création d'entreprise, qui murmure constamment que travailler plus donnera inévitablement de meilleurs résultats. Que la sueur est la seule véritable monnaie d'échange contre le succès. Exactement. Et c'est une sacrée désillusion quand on se rend compte que ce n'est pas le cas. C'est même un piège redoutable. Car accélérer sans méthode, surtout dans un monde économique qui est profondément instable, ça ne fait absolument pas avancer les choses. En réalité, ça ne fait qu'amplifier le chaos ambiant. C'est une belle façon de le dire. C'est exactement comme appuyer frénétiquement sur la pédale d'accélérateur d'une voiture embourbée. Le moteur hurle, la boue vole dans tous les sens, on a l'impression de déployer une énergie folle. Mais au final, le véhicule s'enfonce encore plus profondément dans le sol. C'est une excellente image. Et c'est précisément la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. On a devant nous une pile de documents fascinants qui se penchent sur ce problème très précis. Des extraits d'e-books, des newsletters très pointus dédiés à la stratégie et des matrices d'analyse d'entreprise. Tout un arsenal en fait. Voilà, et tout ce matériel a un objectif clair. Comprendre comment briser ce cycle d'épuisement entrepreneurial. L'idée centrale, c'est de prendre des méthodes éprouvées, des outils d'ingénierie qui ont fait leurs preuves dans de très grands groupes, et de les distiller pour les rendre accessibles aux petites structures, les TPE, les PME, les indépendants. Le cœur de cette documentation repose sur une mécanique bien spécifique. C'est ce qu'ils appellent la méthode DABL. Et ça met en lumière une étape fondamentale qui est paradoxalement trop souvent ignorée par les créateurs d'entreprises. C'est l'importance cruciale de poser un diagnostic clinique avant de se lancer dans la moindre action. Arrêtez de naviguer à vue dans le brouillard, en somme. C'est ni plus ni moins que ça, oui. D'accord, décortiquons tout ça. Plongeons directement dans la réalité brutale du quotidien de ces dirigeants, telle qu'elle est décrite dans nos sources. Ce qui frappe vraiment à la lecture, c'est l'empathie avec laquelle cette tension permanente est disséquée. On y lit la frustration palpable de ce travail acharné sans progression visible. Le fameux plafond de verre. Complètement. Il y a ce manque cruel de visibilité sur l'avenir et un marketing qui ressemble souvent à une bouteille jetée à la mer, totalement inefficace. On a vraiment l'impression de voir des professionnels courir dans tous les sens, tels des pompiers qui essaieraient d'éteindre un incendie de forêt avec un simple verre d'eau. Ce qui est fascinant ici, c'est que les documents soulignent très clairement que le problème n'est absolument pas un manque de motivation, ni de compétences, ni de volonté. Le vrai coupable, c'est le poids écrasant de l'environnement extérieur. Le marché mute en permanence et à une vitesse vertigineuse. Ah ça, les changements d'algorithme, les nouvelles tendances, c'est incessant. Les sources font d'ailleurs référence aux facteurs PESTEL, politique, économique, socioculturel, technologique, écologique, légal. Chaque évolution microscopique dans l'un de ces domaines peut fragiliser un modèle d'affaires du jour au lendemain. Et par-dessus tout cela, il y a la pression technologique. Les notes insistent particulièrement sur l'omniprésence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a l'impression que n'importe quel dirigeant se sent obligé d'intégrer l'IA dans ses processus, tout simplement parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. C'est le syndrome de l'objet brillant. C'est exactement ça. Mais la plupart essayent de le faire sans stratégie, par pur mimétisme, ce qui finit par ajouter une couche supplémentaire de complexité et de désorganisation au lieu de simplifier leur quotidien. Et c'est exactement le constat dressé par l'auteur de cette documentation, Makrem Zemzemi. Et c'est ce qui rend cette lecture si pertinente. Ce n'est pas de la théorie abstraite pondue dans un bureau fermé. Non, c'est quelqu'un qui est très actif sur le terrain, et notamment sur LinkedIn avec sa newsletter. Absolument. On parle d'un professionnel qui a accumulé 23 ans d'expérience. Il a évolué dans les rouages de très grandes entreprises, en pilotant des centres de profit et en encadrant des centaines de consultants. Pour des entités comme Capgemini, où il a managé jusqu'à 390 consultants, ou Altran, avec 122 consultants. C'est énorme comme responsabilité. Oui, et avec un bagage académique solide, un MBA, une formation d'ingénieur. Ce qu'il a observé durant ces 2 décennies, de l'intérieur, c'est que la difficulté à absorber les transformations rapides touche tout le monde. Des multinationales aux travailleurs indépendants.
Et c'est là que réside la valeur de ces documents. En les lisant, je t'avoue que j'avais un peu peur de tomber sur un énième discours de motivation stérile. Le fameux « lève-toi à 5 heures du matin et travaille dur ». Je vois très bien le genre. Mais au lieu de ça, on découvre une vraie volonté de prendre ces processus d'ingénierie très lourds, testés dans des multinationales complexes, et de les traduire en outils agiles. Le postulat de départ est très juste. Une très petite entreprise mérite d'avoir accès aux mêmes armes stratégiques qu'un géant du CAC 40. Mais évidemment, il faut en retirer le jargon incompréhensible, l'inertie bureaucratique et la complexité inutile. C'est toute la philosophie derrière la structure mentionnée dans les textes, DIGSOL-A, qui signifie Digital Solution Agency. C'est pensé comme un partenaire stratégique dont le rôle est de faire le pont entre trois mondes qui s'ignorent souvent dans les petites entreprises. Le coaching business, l'intelligence artificielle et la stratégie digitale. Voilà. Le but ultime n'est pas de faire de la technologie pour la technologie, mais d'aider à structurer une activité pour la scaler, c'est-à-dire la mettre à l'échelle pour qu'elle puisse croître de manière robuste sans épuiser son créateur. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Parce qu'en lisant les sources, on tombe très vite sur une avalanche de termes techniques. On y parle de la méthode Scrum, de Lean Startup, de Design Thinking. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu de la tech, ça ressemble un peu au bingo du parfait start-upper. Complètement. Mais comment ces concepts s'articulent-ils pour former une méthode concrète ? C'est une excellente question, car pris isolément, ces termes peuvent effectivement ressembler à du jargon intimidant. Mais la force de la méthode proposée, c'est sa capacité de synthèse. Prenons les Lean Startup, par exemple. Oui, concrètement, c'est une philosophie qui démocratise le droit à l'erreur. Au lieu de passer 2 ans dans un garage à perfectionner un produit sans jamais le montrer à personne, on lance une version imparfaite, on observe les réactions du marché et on corrige le tir. On itère rapidement. Donc on arrête d'avoir peur que ce ne soit pas parfait dès le premier jour. Absolument. Ensuite, il y a la méthode Scrum. Dans le développement logiciel, c'est une approche qui fonctionne par sprint, des cycles courts et très ciblés. On ne planifie pas sur 5 ans, on planifie ce qu'on va accomplir dans les 2 prochaines semaines. C'est beaucoup plus digeste. Et si on ajoute à cela le design thinking, qui oblige à toujours placer le problème de l'utilisateur au centre de la réflexion, on obtient un cocktail très puissant. Tout cela a été simplifié, débarrassé de son superflu, pour donner naissance à la boucle DAB. La fameuse boucle DAB pour Digisol Agile Business Loop. Le nom sonne presque comme un gadget technologique, mais la mécanique décrite dans nos sources s'apparente plutôt à un GPS très sophistiqué pour dirigeants perdus. C'est un mouvement en 4 temps pour s'assurer de ne jamais dévier de sa route. Exactement. La première étape de cette boucle, c'est innover. Et l'idée, liée au fameux Lean Startup dont tu viens de parler, c'est de tester son marché le plus vite possible avec ce qu'on appelle un produit minimum viable, un MVP. On valide qu'il y a des acheteurs avant d'hypothéquer sa maison pour financer la production, en gros. C'est la base de la survie. La deuxième étape, une fois que la demande est validée par le marché, c'est développer. Il ne s'agit plus seulement de bricoler, mais de structurer véritablement le modèle économique. C'est le moment de définir une offre claire, de mettre en place des processus et de générer des revenus de manière prévisible et récurrente. Ensuite vient la troisième étape, optimiser et convertir. Et c'est souvent là que les dirigeants trébuchent. C'est l'étape de l'automatisation et de l'intégration des outils digitaux, y compris l'intelligence artificielle. Mais les documents sont intransigeants sur un point. On intègre l'IA que là où elle crée un véritable retour sur investissement, un ROI mesurable. Par exemple, automatiser la qualification des prospects ou assister la rédaction de contenu pour gagner des heures de travail chaque semaine. Le but est de préserver les marges, pas d'installer un logiciel complexe juste pour briller lors des dîners en ville. Franchement, c'est souvent le cas. Et enfin, la quatrième et dernière étape de cette boucle, reboucler. C'est la reconnaissance humble que le marché n'est jamais figé. Les attentes des clients changent, les algorithmes évoluent, de nouveaux concurrents apparaissent. Il faut donc s'améliorer en continu, reprendre les données récoltées et recommencer le cycle. Innover, développer, optimiser, reboucler. C'est un mouvement perpétuel qui empêche l'entreprise de se scléroser. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si cette boucle en 4 temps semble parfaitement logique sur le papier, les sources insistent lourdement sur une règle d'or absolue. Une étape primordiale sans laquelle toute cette belle mécanique s'effondre lamentablement. Le fameux diagnostic. Oui, avant même d'espérer appliquer une méthode, avant d'automatiser quoi que ce soit, il est strictement interdit de naviguer à l'aveugle. Il faut impérativement réaliser un diagnostic initial. C'est ce que la méthode nomme le DABL, Business Diagnostic. Le constat de départ est d'une grande lucidité psychologique.
Un dirigeant qui a la tête dans le guidon depuis des mois, voire des années, n'a plus le recul nécessaire pour voir les véritables failles de sa propre entreprise. Il ne voit plus les trous dans la raquette. Ce diagnostic se présente comme une radiographie complète qui, selon les documents, peut être réalisée en seulement 30 minutes. L'objectif est de passer l'activité au peigne fin à travers 7 axes stratégiques vitaux. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'explorer ces 7 axes en détail. Parce qu'en les lisant, on se rend compte qu'ils balayent la quasi-totalité des causes d'échec d'une entreprise. Le premier axe analysé, c'est la vision. Autrement dit, le cap est-il clair? Voilà. Ce n'est pas une question métaphysique, c'est très concret. Un dirigeant qui se réveille le matin sans savoir exactement quelle est sa priorité de la journée manque de vision. Exactement. Si la boussole interne est cassée, aucune rame ne fera avancer le bateau dans la bonne direction. Le deuxième axe, c'est le marché. La cible est-elle réellement bien définie? Le piège classique des petites entreprises est la peur de se nicher. On se dit souvent que si on s'adresse à tout le monde, on aura plus de clients. Or, la réalité stratégique, c'est qu'en voulant vendre à tout le monde, on ne raisonne avec personne. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième point, l'offre. La proposition de valeur est-elle vraiment différenciante? Prenons un exemple concret qui illustre bien ce point. Je t'écoute. Imaginez un consultant en marketing freelance. S'il se contente de vendre plus de visibilité sur Internet, il se noie instantanément dans un océan de dizaines de milliers de profils identiques. En revanche, s'il vend un système automatisé garantissant 5 rendez-vous qualifiés par semaine avec des prospects de l'industrie médicale, son offre devient unique, tangible et mesurable. C'est cette nuance que le diagnostic cherche à évaluer. C'est très juste. Le quatrième axe se penche sur la mécanique interne, le modèle économique. L'entreprise génère-t-elle de la véritable rentabilité ou se contente-t-elle de brasser de l'air? C'est la question qui fâche. Oui, car il est très fréquent de voir des structures afficher un chiffre d'affaires impressionnant, mais avoir des frais de fonctionnement et une structure de coût telle qu'à la fin du mois, les caisses sont vides. Le diagnostic traque ces illusions financières. Cinquième axe, l'acquisition client. C'est le nerf de la guerre. Comment les prospects arrivent-ils jusqu'à l'entreprise? Les documents utilisent l'image des tunnels de vente. Sont-ils efficaces ou ressemblent-ils à un seau percé? Si l'entreprise dépense des fortunes en publicité pour attirer l'attention, mais que le site web est tellement lent ou confus que 90% des visiteurs le quittent en 3 secondes, le seau est percé. Il faut réparer la fuite avant de rajouter de l'eau. C'est tellement logique quand on le dit comme ça. Le sixième axe, c'est l'exécution. Et c'est souvent là que la souffrance est la plus grande pour les indépendants et les dirigeants de TPE-PME. L'organisation interne tient-elle la charge? La gestion du temps est-elle maîtrisée? Le problème classique est celui du dirigeant qui tente de jouer au PDG le lundi, au comptable le mardi et au community manager le mercredi. L'homme orchestre, quoi. C'est ça. Le diagnostic évalue si les processus en place permettraient de supporter une augmentation soudaine de la demande sans provoquer l'effondrement psychologique de l'équipe. Pas seulement la pertinence de ces 7 questions, c'est la méthode d'évaluation. La grille de notation est brillante, parce qu'elle ne se limite pas aux simples indicateurs financiers. Ah oui, la fameuse notation de 0 à 3. C'est une approche profondément holistique. Chaque point de blocage, chaque faiblesse identifiée lors du passage en revue des 7 axes est noté de 0 à 3 selon 3 critères distincts. Le temps de mise en œuvre pour corriger le tir, l'impact sur le retour sur investissement et surtout la charge mentale. Évaluer la charge mentale comme un indicateur de performance, je trouve que c'est un véritable changement de paradigme. Complètement. Habituellement, les tableaux de bord des entreprises sont très froids. On y lit des pourcentages, des flux de trésorerie, des taux de conversion. Intégrer la charge mentale, c'est reconnaître officiellement que l'énergie psychologique d'un dirigeant n'est pas inépuisable. C'est une ressource finie, tout comme l'argent sur le compte en banque. Et le burn-out est un risque opérationnel majeur. Si l'on relie ça à une vision plus globale de la survie d'une entreprise, c'est d'une logique implacable. Le but de ce croisement de données complexes n'est pas de produire un rapport d'audit de 50 pages avec des graphiques en 3 dimensions qui finira par prendre la poussière dans un tiroir. L'objectif de la méthode est chirurgical. Trouver le principal goulot d'étranglement de l'instant T et définir 1 à 3 actions prioritaires immédiates. C'est ce que la documentation appelle des quick wins. J'aime beaucoup cette notion de quick wins, parce que c'est profondément soulageant. Des victoires rapides et tangibles qui peuvent être exécutées en moins d'1 semaine. Par exemple, si le diagnostic met en lumière que la charge mentale du dirigeant crève le plafond à cause d'un emploi du temps chaotique rempli de rendez-vous reportés, et que l'impact financier de cette désorganisation est réel, la priorité numéro 1 ne sera pas de refondre le logo de l'entreprise ou de lancer une vaste campagne sur les réseaux sociaux.
La victoire rapide, ce sera peut-être simplement de configurer un logiciel de prise de rendez-vous automatisé dans l'après-midi pour stopper définitivement les dizaines d'échanges d'emails inutiles. C'est du concret. Ça libère du temps immédiatement. C'est la promesse centrale de la démarche. Libérer le dirigeant de la tyrannie de l'urgence constante. Les documents décrivent les symptômes cliniques d'une entreprise qui manque de structuration, Comme un planning erratique avec des trous inexplicables en milieu de semaine. ou un taux alarmant de rendez-vous manqués par les prospects, un panier moyen très faible sans aucune stratégie de montée en gamme, ou encore une perte silencieuse de clients fidèles parce qu'il n'y a pas de suivi automatisé. Le diagnostic prend cet ensemble de symptômes, identifie la véritable maladie sous-jacente et prescrit le traitement d'urgence le plus efficace. Le mot libération est vraiment celui qui résonne le plus fort à la fin de cette lecture. On ressent très nettement l'impact émotionnel profond que peut avoir le simple fait de réaliser cet exercice. Ce n'est pas une formule magique qui fera pleuvoir de l'argent du ciel. C'est l'apport massif d'une clarté retrouvée. Mettre ses doutes, ses angoisses et ses processus défaillants noir sur blanc, les extraire de son esprit pour les coucher sur le papier, ça permet de les rationaliser. Le monstre terrifiant caché sous le lit de l'entrepreneur redevient un simple problème technique qu'il est possible de résoudre étape par étape. Et pour tous ceux qui se reconnaîtraient dans cette situation de stagnation ou d'épuisement, les ressources mentionnées dans les documents ont le mérite d'être très accessibles. Absolument. Il est question de 2 e-books concis, un tome 1 dédié à la structuration générale de l'activité et un tome 2 spécifiquement concentré sur la mise en pratique du diagnostic. Ils sont calibrés pour être assimilés en une vingtaine de minutes. 20 minutes de lecture pour changer de perspective. La démarche offre aussi la possibilité de réaliser ce diagnostic directement par email ou d'en discuter lors d'un appel stratégique d'une demi-heure. C'est très pragmatique. Cela soulève d'ailleurs une question importante, une réflexion presque philosophique qui se trouve discrètement nichée dans les toutes dernières pages des documents, mais qui mérite d'être mise en lumière aujourd'hui. C'est vrai, l'aspect purement humain de l'entreprise. C'est l'idée fondamentale, qui constitue en réalité le tout premier levier invisible à diagnostiquer. Le fait qu'une entreprise ne peut tout simplement pas croître plus vite que la personne qui la dirige. C'est fort comme concept. Avant même d'aborder la structuration, les outils digitaux ou les entonnoirs de vente, le socle de la méthode DABL repose sur ce qu'ils appellent le mindset et leadership entrepreneurial. C'est une pensée extrêmement puissante pour clôturer cette analyse. Une entreprise est, par essence, le reflet direct de l'esprit de celui ou de celle qui l'a créée. Ses forces sont les forces de son créateur, mais ses limites, ses plafonds de verre le sont tout autant. Si la croissance d'une activité semble bloquée, si l'épuisement pointe le bout de son nez malgré des heures de travail interminables, le véritable obstacle n'est peut-être ni l'algorithme capricieux des réseaux sociaux, ni les concurrents agressifs. Ni même la qualité du produit en lui-même. Le point de blocage fondamental, c'est peut-être le fait que l'esprit même du dirigeant a besoin d'être redémarré, mis à jour et structuré. C'est une formidable invitation à l'introspection pour tous ceux qui nous écoutent et qui entreprennent. Il faut d'abord observer avec honnêteté son propre leadership et ses propres freins mentaux avant de vouloir partir à la conquête de son marché. Car pour avoir la capacité de diriger une entreprise florissante, il faut d'abord apprendre à se diriger soi-même, avec une absolue clarté. Sur cette réflexion, la boucle de notre discussion est bouclée.